Je vais vous parler des essais cliniques récents et actuels dans cette pathologie, en particulier dans le mélanome uvéal quand il est au stade métastatique, donc quand il y a atteinte au niveau du foie ou ailleurs. Cette présentation, donc habituellement les autres années c'est le Dr Piperno, mais elle n'est pas disponible cette année, donc je vais la remplacer. Elle m'a envoyé des diapositives des précédentes années, de choses un peu plus récentes. Je vais donc vous faire, j'ai compilé ça avec d'autres choses. En gros, je vais vous faire un tour d'horizon des pistes thérapeutiques que nous avons, en sachant que ça bouge beaucoup là en ce moment, depuis un an ou deux, ça va par phase. Et donc là en ce moment, c'est plutôt une phase active avec de nouvelles choses qui commencent à apparaître. Donc il y a quelque chose au pluriel de nouveau en ce moment, et ça va probablement encore beaucoup bouger, je pense, dans les mois à venir. Et donc l'année prochaine, je pense qu'il y aura encore d'autres choses qu'on pourra discuter. Et ça me permet de prendre un peu de recul aussi sur la maladie à ce stade-là. Encore une fois, comme ce que je vous ai dit au tout début, pour ceux qui nous rejoignent et qui n'étaient pas là au tout début de la journée, là, je vais vous montrer des données d'essais cliniques, des courbes. À mon sens, c'est le rôle aussi de ces gens-là de que vous puissiez comprendre ces courbes-là aussi pour comprendre le bénéfice de ces médicaments. Mais c'est se confronter aussi à la réalité de cette maladie quand elle est au stade métastatique, ce qui n'est pas du tout évident. Et je vous dis ça parce que j'ai des retours parfois de patients après cette journée, des patients que je peux voir en consultation qui m'ont dit moi ça m'a affecté les résultats de ces essais cliniques parce que vous me dites que c'est porteur d'espoir, mais c'est quand même sacrément déprimant parfois. Donc si vous sentez que vous serez plutôt dans cette ambiance-là, n'hésitez pas à aller voir autre chose sur Internet, aller sur YouTube, voir des vidéos de chats, et de revenir tout à l'heure pour écouter Madame Delis plutôt, pour avoir un message plus porteur d'espoir si vous pensez que c'est un petit peu difficile. Et de toute façon, je ne devrais pas le dire avant la présentation parce que je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent aller couper pour partir en week-end, mais c'est enregistré et ce sera rediffusé en replay dans les prochains jours, quand le temps de faire le montage. Et donc, si aujourd'hui vous n'êtes pas encore prêt, vous pouvez aussi vous dire je le mets de côté et je devrais le regarder dans quelques semaines, un peu plus tard, dans un autre moment de ma vie. Ok ? En introduction, les traitements classiques. Alors, les traitements classiques en 2023 maintenant, c'est d'une part la chimiothérapie, mais c'est aussi les immunothérapies de première génération, les anti-PD1, nivolumab, pembrolizumab en particulier, si vous avez entendu ces noms-là. Les traitements classiques peuvent être efficaces. On a des exemples, on sait des patients chez qui ça marche particulièrement bien. Il y a même des patients chez qui les métastases disparaissent. Attention, même quand les métastases disparaissent, on ne dit pas aux patients qu'il est guéri parce que dans la majorité des cas, le cancer finit par revenir un jour ou l'autre. Ça, c'est vrai en cancérologie globalement. Quand il y a des métastases, on ne dit pas au patient qu'il est guéri dans la majorité des cas parce que ça peut revenir. Les traitements classiques peuvent être efficaces, mais la grosse différence par rapport aux autres cancers, comme le cancer du sein, du côlon ou autres, c'est que c'est seulement chez une minorité des patients. Donc, on a des traitements, on sait qu'ils peuvent être efficaces, on les essaye, et si jamais il ne marche pas au bout de 3, 4, 6 mois, eh bien on change pour l'autre médicament. C'est ça aussi le bénéfice de pouvoir dépister tôt la maladie pour pouvoir tenter précocement le traitement. Ce que je discutais tout à l'heure pendant l'heure du déjeuner, par exemple, une patiente qui a un cancer du sein, c'est aussi pour ça finalement qu'il n'y a pas d'impact à dépister tôt la rechute, parce que quand elle rechute, on sait qu'on a une foultitude de traitements que l'on pourra essayer et qu'on a d'excellentes chances que ça soit efficace. Donc il faut non seulement augmenter l'efficacité des traitements, c'est-à-dire quand ils marchent, qu'ils réduisent plus qu'avant, et augmenter les chances que ça marche, c'est-à-dire augmenter le nombre de patients pour qui ça va marcher. C'est ça les objectifs. Or, il y a eu beaucoup de progrès ces 10 dernières années, vous en entendez beaucoup parler pour d'autres cancers, et en particulier le mélanome cutané, mais ces traitements-là ne sont pas adaptés au mélanome uvéal. C'est des biologies totalement différentes. Il ne faut pas appliquer, copier-coller ce que vous pouvez voir pour cette pathologie-là. Les innovations thérapeutiques sont indispensables, le processus est long et coûteux, c'est exactement tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, je ne vais pas revenir dessus. Et pour répondre à la question de Malcy, le temps de développement d'un médicament, les essais cliniques, c'est très large, ça dépend. Il y a des médicaments qu'on a vu fleurir depuis une quinzaine d'années qui sont très efficaces dès la toute première phase de développement, c'est-à-dire en phase 1, et on a vu des cas exceptionnels comme dans le cancer du poumon de médicaments développés en 2 ans. Il y a des médicaments qui marchent et qui prennent beaucoup plus de temps à développer, comme dans le cancer de l'ovaire, par exemple, un médicament que je connais bien, qui devrait finalement arriver cette année après 10 ans de développement, 10 ans d'essais cliniques. Donc c'est long. La nécessité de ce trio, et là je ne reviendrai pas dessus, parce que je pense qu'on a compris, entre le patient, le médecin et le chercheur. Quelques informations sur cette maladie et sur en quoi c'est différent.
Là, c'est une... alors, j'en profite pour remercier Léane, qui organise tout. Je ne l'ai pas remercié au tout début, je remercierai encore à la fin. Et qui, en plus, elle a modifié mes diapos en français, traduit en français. Je vais peut-être les traduire plutôt comme ça à l'oral en vous expliquant, mais elle a traduit en français. Donc tout ce qui est traduit là, c'est Léane qui a fait ce travail. Donc, quelques différences entre un mélanome cutané et mélanome uvéal. D'une part, c'est l'incidence. Un mélanome uvéal, c'est 5%. C'est 20 fois plus rare que le mélanome cutané. Les facteurs de risque sont peu connus, ça on est revenu dessus, contrairement au soleil pour le mélanome cutané. Les métastases et mélanome cutané, alors on en a parfois par exemple autour de l'œil, les métastases classiques, c'est les ganglions qui se trouvent là, puis les ganglions qui se trouvent là, puis les ganglions plus loin, et des métastases diffuses. Le mélanome cutané peut toucher n'importe quel organe, et vraiment n'importe quel organe, même l'estomac, la vésicule biliaire, pour une de nos patientes il n'y a pas si longtemps que ça, alors que le mélanome uvéal, vous vous rappelez bien, c'est majoritairement le foie. Le taux de mutation est très élevé dans le mélanome cutané, contrairement au mélanome uvéal. C'est toutes ces mutations dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce qui fait que ça va être différent des cellules normales. Le mélanome cutané, voilà toutes les mutations qu'on peut observer. On en a 350 à peu près dans ce qu'on peut regarder facilement dans le génome, alors que le mélanome uvéal, on est plutôt autour de 15-20, pour vous donner un ordre de grandeur. Et plus il y en a, plus l'immunothérapie classique marche. Donc vous voyez pourquoi est-ce que ça marche si bien dans le mélanome cutané, dans les cancers du poumon, et dans certains cas de cancer du côlon qu'a abordé Pascal tout à l'heure, mais vous n'avez pas forcément bien entendu ce qu'il n'y a pas de micro. Ok, les mutations. Les mutations, c'est très important pour nous, parce que pour nous, oncologues médicaux, ce qu'on cible, c'est les mutations. Depuis maintenant 20 ans, l'un des axes majeurs de développement pharmaceutique, ce sont les thérapies ciblées. Donc des petites molécules qui vont aller se mettre sur une protéine mutée. Et donc, on a d'excellents résultats, par exemple, des petites molécules anti-BRAF dans les mélanomes cutanés. On a de bons résultats de molécules anti-KIT dans les mélanomes cutanés. Malheureusement, il n'y a jamais de mutation BRAF, jamais de mutation KIT dans le mélanome uvéal. Et à l'heure actuelle, il n'y a aucun traitement ciblé pour ces mutations-là. Ça changera probablement dans les années à venir. On verra ça. Et ces mutations-là, c'était ce que vous a montré Malcy tout à l'heure rapidement. En fait, ça c'est une cellule. Ici, ça va être le noyau de la cellule. Là, c'est la surface de la cellule. Elle reçoit d'habitude, une cellule normale, elle reçoit des messages de l'extérieur qui lui dit prolifère ou ne prolifère pas, en réponse à un stress, en réponse à une condition particulière. Elle va lui dire, entre guillemets, ce qu'il faut faire en plus de ce qu'elle sait déjà faire dans son noyau. Eh bien, le mélanome uvéal, la cellule mélanome uvéale, elle a une mutation ici qui fait que elle a l'impression d'entendre des voix et d'entendre une voix qui lui dit « multiplie-toi à l'infini ». Et c'est ce message-là, ce signal-là, qu'on voudrait bien essayer de bloquer un de ces jours. Et ça, c'est l'un des grâles de la recherche translationnelle en mélanome uvéal. Ça fait en particulier 10-15 ans que beaucoup de monde travaille dessus. En fait, depuis qu'on a trouvé ces mutations-là, c'était 2008, quelque chose comme ça, qu'on essaie de trouver une thérapie ciblée. Ce n'est pas encore le cas. Quelques petits mots sur les traitements locaux. Alors, le docteur Mariani connaît 1000 fois mieux ces travaux-là que moi. Donc, si vous avez des questions, vous pourrez tout à fait les poser et Pascal pourra y répondre. Mais voilà quelques cohortes de patients qui ont été traités par chirurgie hépatique. J'ai rajouté et radiologie interventionnelle parce que c'est un duo, comme vous avez pu le voir avec Vincent Servois tout à l'heure. L'idée, c'est en gros mettre le patient dans une situation d'absence de métastases visibles, c'est-à-dire il y a une rechute dans le foie. Si c'est une rechute localisée, facile d'accès, avec une ou peu de métastases, le docteur Mariani, c'est toujours la question qu'on se pose en premier lieu, avant tout traitement systémique que je pourrais faire, ou le docteur Piperno, c'est est-ce qu'on peut s'en débarrasser? Est-ce qu'on peut le retirer et ou brûler les métastases pour essayer de retirer toutes les métastases visibles. Et en gros, ce qu'a observé le docteur Mariani et son prédécesseur, c'était que quand on arrive à tout enlever, le pronostic est meilleur que quand on n'arrive pas à tout enlever. Une question qui n'est pas résolue, qui est un petit débat qu'on peut avoir entre nous, en tout cas c'est une question ouverte, c'est est-ce que le pronostic est meilleur parce que justement c'était plus petit, plus facile à retirer, ou est-ce que le pronostic est meilleur parce que justement on a réussi à tout retirer? On n'a pas la réponse à cette question, mais à titre personnel, je serais dans cette situation, je préférerais qu'on me la retire. C'est un peu basique, c'est pas très intellectuel, mais pragmatiquement, j'aimerais bien être dans cette situation-là plutôt. Et ça me permet d'introduire justement ce genre de courbe pour vous expliquer comment ça marche. Vous avez en abscisse le temps qui passe
et en ordonner un pourcentage. Ici, c'est de la survie globale. Donc la survie globale, c'est l'espérance de vie. Et chaque marche qui descend, quand on parle de survie globale, c'est un patient qui est décédé. Attention, ce sont des vieilles courbes. Il ne faut pas les comparer à votre situation à l'heure actuelle. C'était des situations où on dépistait plus tardivement les rechutes, je pense, que ce qu'on fait maintenant. Maintenant, on est plutôt sur des rechutes de l'ordre du millimètre. Donc, ce n'est pas les mêmes courbes qu'on aurait maintenant, mais ça vous permet de comprendre comment ça marche. Et donc, chaque marche, c'est un patient qui est décédé ou plusieurs patients qui sont décédés. Et donc, on voit que à 24 mois, par exemple, si on a réussi à tout retirer, à peu près la moitié des patients sont décédés, alors que si on n'a pas réussi à retirer et qu'on le voit de la maladie clairement visible à l'œil, il y a 90% des patients qui sont décédés dans cette série-là. Encore une fois, attention, ce n'est pas votre cas si vous avez une atteinte métastatique, c'est une cohorte ancienne. Là, le but n'est pas de savoir, de prédire pour vous en tant qu'individu, c'est de savoir le bénéfice d'un traitement. Et donc là, ce qu'on peut dire, c'est le traitement chirurgical, quand on a tout retiré et qu'on ne voit plus rien, même au microscope, on vit plus longtemps que si on n'a pas réussi à tout retirer. Encore une fois, ces chiffres-là ne sont pas valables pour vous aujourd'hui. J'ai mis perfusion hépatique, les traitements centrés sur le foie. Il y a plusieurs types de traitements, on en parle beaucoup sur les forums ou entre patients. Il y a de la chimiothérapie intra-artérielle hépatique. Encore une fois, si vous voulez des précisions, on pourra en discuter tout à l'heure. Mais en gros, on va perfuser l'artère hépatique, ce qui n'est pas une mince affaire, parce que l'artère hépatique, elle est toute petite. Mais on va la perfuser et injecter la chimiothérapie directement dans cette artère pour qu'elle diffuse directement dans le foie. Et on a comparé ça par rapport à diffuser la chimiothérapie par les veines du bras, en disant qu'à un moment ou à un autre, ça passerait dans le foie et ce serait actif. Et donc, ce que ça a montré, c'est les résultats de cet essai clinique-là. En survie globale, il n'y avait pas de différence. Même efficacité, courbe bleue, courbe jaune, ou courbe verte, courbe bleue par les veines, courbe verte par le foie, même efficacité en termes d'espérance de vie. En revanche, ce qu'ils avaient observé, et c'est pour ça que certaines équipes le font, c'est qu'on voit qu'il y a un décalage de la courbe verte pour cette courbe-là, et cette courbe-là, c'est ce qu'on appelle une PFS, c'est-à-dire le temps jusqu'à ce que la maladie regrossisse ou apparaisse ailleurs. Donc, quand on traduit, quand on est à 50% ici, c'est que chacune de ces marches, c'est un patient qui rechute ou qui voit sa maladie qui grossit malgré le traitement. Et donc, en gros, ça nous donne une idée de l'efficacité directe. Ça nous dit en fait que la chimiothérapie directement dans le foie, on a plus de chances que ça diminue et ça a l'air de tenir un peu plus longtemps que si c'était par les veines. Mais pourquoi on ne le fait pas ici à Curie? C'est parce qu'en termes d'espérance de vie, ça ne change rien et que c'est une procédure très lourde. Donc on préfère l'éviter parce que ça n'a pas d'impact sur l'espérance de vie. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'espérance de vie pour les patients. Voilà d'autres procédures. Je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que les résultats de ces essais cliniques-là vont arriver dans l'année, donc en 2023. Ça, c'était des données précoces de ces essais cliniques, donc il faut prendre avec 1000 précautions. Mais voilà, pour vous donner l'idée de ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on peut faire des perfusions isolées de foie. On ferme en haut et en bas la vascularisation du foie et on perfuse la chimio chaude directement dans le foie en circuit fermé. Comme vous imaginez bien, c'est un peu costaud et c'est encore plus costaud que ce qu'on peut imaginer en chimiothérapie intra-artérielle. Vous voyez que c'est un petit peu lourd aussi comme appareillage, vous pouvez vous en douter. Et pareil, là c'est un autre type d'appareil qui est un essai clinique auquel on a dû participer, pour tout vous dire, qui visait à comparer cet appareil-là de perfusion isolée dans le foie par rapport à la chimiothérapie par les veines. Et pour vous dire, le laboratoire finalement s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas besoin de ça pour avoir un enregistrement, puisque c'est un appareil et que ce n'est pas un médicament. Et donc ils ont arrêté le bras comparateur, ils ne veulent pas se comparer à la chimio, ils veulent obtenir l'enregistrement de l'appareil au niveau européen, et comme ça, ils vont rentrer sur le marché juste avec l'appareil, sans savoir si ça marche mieux ou pas. Mais voilà, c'est l'essai clinique qui est en cours. On regardera quand même les résultats, mais il n'y aura pas de bras comparateur. Mais voilà le genre de technique qu'on peut faire dans le foie. On n'en pratique pas à l'heure actuelle à Curie, même si on a pu en faire avant. Je vais passer ça c'est le résultat des essais cliniques. Donc le premier, c'est celui que je vous avais montré. Là, c'est les deux autres. Mais vous voyez que le bénéfice sur cette courbe-là, ici, c'était 4,5 contre 3,5 en survie médiane sans progression. Ce qui veut dire, médian, ça veut dire 50%. Ce n'est pas la moyenne, c'est 50%. Donc, ce qui veut dire que dans cet essai clinique, la chimiothérapie par photémustine, Muforan, peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler, quand on l'a fait par les veines, la
la moitié des patients rechutent à 3 mois et demi. La moitié des patients ont déjà rechuté à 3 mois et demi. Si on l'a fait dans le foie, la moitié des patients ont rechuté à 4 mois et demi. Donc pour ce mois-là de bénéfice, on considère que ça ne vaut pas le coup d'avoir une telle procédure chez nous, même si on observe qu'il y a plus de chances que ça réponde, puisque cette chimiothérapie-là, il y avait dans cet essai clinique 2,5% des patients chez qui la chimiothérapie par les veines permettait un taux de réponse, donc une efficacité en réponse, en diminution, par rapport à 10% avec la chimiothérapie dans le foie directement. Et c'est ce qu'on observe, hein, si on fait la chimiothérapie dans le foie, on a plus de chances que ça diminue, sauf que ça repousse relativement rapidement. Ça me permet d'introduire un autre concept important à avoir en tête aussi, pour vous, pour bien comprendre et pour voir ces résultats-là. Quand on parle de taux de réponse sur un plan médical, sur un plan oncologique, on a des critères précis. Ce n'est pas est-ce que ça a diminué, c'est est-ce que la somme des métastases les plus grosses étant 1 cm, donc au moins 1 cm, on fait la somme de toutes ces métastases-là, grosso modo, et il faut que c'est diminué d'au moins 30% pour dire que ça a vraiment répondu. Donc si ça diminue de 15%, de 20%, nous on est content avec vous. Nous on va vous dire qu'on est content, mais officiellement sur le papier, quand on fait un enregistrement de médicament, ce n'est pas une réponse, c'est une stabilité. Il faut qu'il y ait 30% de diminution pour considérer que c'est une réponse, et à l'inverse, pour considérer que ça a progressé, il faut que ça fasse plus 20 ou moins 30. Entre ces deux seuils-là, c'est stable. Donc, quand on dit ça, c'est qu'il y a 2,4% des patients pour qui ça a diminué d'au moins 30%. Il y a des patients chez qui on est entre 0 et 30, et là, ce n'est pas estimé dans les essais cliniques. Scandium et Focus, les résultats, je ne m'y fie pas trop parce que pour l'instant, c'est encore trop tôt. On n'est pas encore mature. Mais voilà, globalement, on voit plus de réponses, mais pour l'instant, on n'a jamais observé de bénéfice en survie globale, en espérance de vie globale. L'immunothérapie classique, ce qui permettra de répondre aussi à des questions qu'on a pu voir tout à l'heure, c'est les anti-PD1, nivolumab, pembrolizumab. Ça a été abordé dans les questions tout à l'heure, ça a été abordé par Francesca aussi. C'est ces médicaments qui vont aller empêcher les lymphocytes T qui normalement sont éteints par le cancer, sont bloqués par le cancer, ça va empêcher qu'ils s'éteignent. Ça marche très bien dans d'autres cancers. On s'est dit on allait l'essayer dans cette pathologie-là aussi. Le taux d'efficacité est décevant. C'est-à-dire le nombre de patients chez qui ça marche est décevant. Un de ces médicaments-là, une de ces classes médicaments-là, c'est les anti-CTLA4. Je vais les éliminer relativement vite parce qu'ils ne marchent pas mieux que les autres et ils sont nettement plus toxiques. Je reviendrai dessus un petit peu après. Les anti-PD1 sont qu'on utilise plus couramment, nivolumab, pembrolizumab, beaucoup plus rarement celui-ci, sont très bien tolérés, ça c'est un point important, c'est pour ça qu'on le teste, on les utilise très souvent chez les patients atteints de myélome uvéal métastatique, mais l'efficacité est très variable, avec de grosses différences, parce qu'il y en a certains qui affirment qu'il y a 30% d'efficacité, d'autres qui affirment qu'il y a 0, en partie, d'une part lié au hasard peut-être de comment les patients qu'ils ont eus, mais aussi en partie sur la façon d'évaluer. Beaucoup de ces centres-là ne sont pas spécialisés en mélanome de l'œil, font des scanners au lieu de faire des IRM, et l'IRM est beaucoup plus précise que le scanner, et se trompent dans leur évaluation, et ça on le sait très très bien dans notre expérience, qu'il y a des erreurs de ce type-là. Nous, ça c'était les premiers résultats de notre cohorte, et je vais vous la montrer plus précisément tout à l'heure. Je vais vous expliquer d'abord ça. Nous, en termes de taux de réponse, donc le nombre de réponses, le pourcentage de patients qui ont une réponse de moins 30%, on est entre 0 et 30 dans les études, et nous, on observe un taux qui est à peu près autour de 5%, qui ont au moins 30% de diminution. Ça ne compte pas beaucoup de patients que l'on voit qui ont une maladie stable. Est-ce que la maladie est stable parce qu'intrinsèquement, elle allait lentement, ou est-ce que c'est l'immunothérapie qui le fait ? On ne le sait pas formellement parce qu'on n'a pas fait d'essais cliniques, mais il y a des patients qui ont des maladies stables aussi, et je vais vous montrer des courbes. Avant de vous montrer ces courbes-là, je vais vous introduire un sujet qui est le déficit en MBD4, la mutation MBD4, c'est ce dont parlait Marc-Henri tout à l'heure pour cette patiente-là chez qui on avait trouvé cette mutation initialement, et maintenant on peut le rechercher de façon courante. Les mutations MBD4, c'est rare dans cette pathologie, mais c'est dans cette pathologie qu'on les a découvertes. Grosso modo, c'est 1% des cas, on va dire, entre 1 et 2% des cas. Et quand on a une mutation MBD4, la tumeur accumule énormément de mutations diverses et variées. Ce qui fait qu'elle a peu de moyens de se cacher du système immunitaire parce qu'elle présente à sa surface plein de choses anormales.
Et donc le système immunitaire la reconnaît plus facilement. Et donc ce qu'on a observé, c'est que quand on va faire un traitement d'immunothérapie classique, ça va nettement mieux marcher. Et là, c'est l'exemple de la première patiente chez qui on a trouvé ça. Ça, ce petite chose-là, c'est une métastase dans le foie. Ça, c'est un kyste normal. Vous voyez les subtilités, hein. Ça ne nous inquiète pas le moins du monde. Par contre, ce petit truc, ça nous inquiète. Ça, c'était une métastase. Elle a disparu sous le traitement par immunothérapie. Ces deux petites boules blanches ici dans le poumon, elles ont disparu. Et ce petit trou gris foncé, il est devenu blanc, il s'est consolidé dans l'os. Il a disparu aussi grâce à l'immunothérapie. Quasiment tout a disparu chez elle parce qu'elle avait cette mutation MBD4. Je vous dis ça parce que ça, c'est un travail publié récemment par le docteur Saint-Guillain, que vous avez peut-être aperçu tout à l'heure, qui est venu manger et qui après est reparti. Elle reviendra peut-être pour le café. Mais elle travaille beaucoup. En fait, je suis dur parce que c'est l'une de celles qui travaille le plus. Et si elle n'est pas là, c'est parce qu'elle est en train de voir les patients à notre place. Mais c'était son travail de thèse de médecine qu'on a encadré. Et elle a repris, avec Agathe, justement, plus de 300 patients traités à Curie par les anti-PD1, nivolumab, pembrolizumab, et elle a comparé si c'était plus efficace, s'il y avait une mutation MBD4 ou pas. Parce qu'en parallèle, une autre collègue, Anne-Céline Derrien, qui était en thèse de sciences chez Marc-Henri, avait séquencé beaucoup d'entre vous, plus de 1000 personnes atteintes de mélanome uvéal pour chercher ces mutations MBD4. On en a identifié quelques-uns. On est revenu vers eux d'ailleurs par la génétique pour leur proposer de rechercher chez eux et dans la famille. Et sur les 134 qui avaient été séquencés, 5 avaient une mutation MBD4 et chez ces 5 patients, l'anti-PD1 avait été efficace. On avait 100% d'efficacité quand on avait cette mutation MBD4. A l'inverse, quand il n'y avait pas la mutation MBD4, c'était les fameux 5%. Vous voyez la différence. Un point très important que je vous dis tout de suite, parce que c'est la question que me posent mes patients qui sont au courant de ces travaux-là, qui connaissent ces travaux-là, c'est attention, c'est pas parce que vous n'avez pas la mutation MBD4 que ça ne marchera pas l'immunothérapie. Il y a encore beaucoup de ces cas de patients chez qui ça marche extrêmement bien, mais il n'y a pas la mutation MBD4. Et là, ça ouvre tout un pan aussi de recherche, savoir qu'est-ce que c'est. Est-ce qu'il y a un MBD5 ou un autre gène? Oui, ça consiste en quoi la mutation MBD4 et comment c'est détecté? cette mutation, elle est souvent présente déjà constitutionnelle, c'est-à-dire dans le corps. C'est donc de l'hérédité, même si ça n'augmente pas fortement le risque de mélanome et de cancer. Mais c'est des patients qui l'ont déjà dans le corps. On a deux copies de chacun de nos gènes. Et donc, l'une des copies est mutée quand on est porteur. Et dans la tumeur, on perd la deuxième copie. Et donc, on n'a plus ce gène MBD4, globalement. Quand on indique qu'on a une mutation MBD4, c'est que ce gène MBD4 n'est plus là et que ce gène sert à réparer l'ADN. Et comme il n'est plus là, eh bien, l'ADN tumoral n'est pas réparé, ça accumule plein d'anomalies et ça fait qu'à la fin, ça présente plein d'anomalies à la surface. Comment on le détecte? C'était pas encore en routine, mais on bascule maintenant en routine depuis quelques semaines. Tous les patients vont avoir un séquençage MBD4 dans la tumeur. On va le chercher directement dans la tumeur, soit sur les nucléations ou sur la biopsie, si on a pu faire la biopsie. Si on n'a pas pu faire de biopsie ou sur la nucléation, on le fait sur la biopsie métastatique. On ne peut pas le faire autrement. Il faut analyser la tumeur, c'est ça le moyen le plus simple pour avoir cette mutation-là, pour être sûr qu'il a une mutation ou non, pour capter 100% des patients avec cette mutation-là. Et en parallèle, vous avez Anaïs, donc la voisine d'Agathe, qui est conseillère en génétique et qui se lance dans une thèse de science et qui, dans ce cadre-là, maintenant, tous les jeudis matins, elle va voir tous les nouveaux patients, et c'est déjà le cas depuis plus d'1 an, tous les nouveaux patients atteints d'un mélanome de l'œil, quel que soit leur âge, quels que soient leurs antécédents personnels ou familiaux. Elle leur propose à tous de chercher cette mutation-là, même si ça fait que 0,8% des patients à peu près. L'Institut Curie s'engage à séquencer tous ces cas-là pour avoir 99% d'échecs, mais c'est pas grave, on considère que c'est important pour les patients. Donc elle va chercher MBD4 chez tous ces patients-là. Il y a eu quelques familles identifiées, on va bientôt le publier, on l'espère, il faut qu'on s'y mette à nos heures perdues, mais en tout cas on va y travailler. Et en parallèle, elle cherche aussi BAP1 que vous avez entendu tout à l'heure. Et il y a un consentement recherche qui nous permettra aussi, si un jour on trouve un MBD5 ou un BAP2, de pouvoir revenir sur tous ces échantillons
et revenir vers les patients si on identifie quelque chose. Je suis désolé, je suis en train de perdre beaucoup de temps en fait, je vais un tout petit peu accélérer. Et donc ça c'était les courbes entre les MBD4 mutés et non mutés, mais je ne vais pas m'attarder dessus, ça vient avec ce que je vous ai dit pour l'efficacité. Ça c'est la combinaison de 2 immunothérapies, celle qui est toxique, l'ipilimumab, et celle qui est moins toxique. Dans les autres pathologies, poumon, mélanome, cutané, on sait que ça marche mieux, pourquoi pas dans le mélanome de l'œil. Voilà l'essai clinique espagnol, c'est celui qui avait l'air le plus enthousiasmant, mais même si c'est plus enthousiasmant, ils annonçaient 18% d'efficacité de cette combinaison-là, donc plus de 30% de diminution, avec au passage 40% de toxicité gradée sévère, dont 2 décès toxiques sur 52 patients traités. Donc on est à 4% des patients dans leur essai clinique qui sont décédés, ce qui n'est pas du tout normal, hein. Nous on est à 0% avec nos thérapeutiques habituelles. Et nous, on a recueilli ça, c'est une autre de mes collègues ici à l'Institut Curie, Hélène Salin. On a recueilli les données des 47 patients avec Agathe qui ont été traités par cette combinaison-là, parce qu'on a essayé de le faire, nous aussi à l'Institut Curie, en disant pourquoi pas, si ça marche bien. Et on a exactement le même taux d'efficacité que l'immunothérapie simple, avec un taux de toxicité qui effectivement est important. Nous, en toxicité sévère, on était à 20% à peu près. Je ne vais pas détailler les doses, je suis en train de perdre trop de temps. Le tebentafusp, vous en avez entendu parler pour certains d'entre vous, c'est la nouvelle immunothérapie qui est arrivée, qui est à notre disposition maintenant depuis 1 an et demi à peu près. C'est une immunothérapie un peu particulière, un peu plus compliquée, qui en fait va s'accrocher d'un côté à la cellule tumorale, et de l'autre côté, elle va attraper les lymphocytes T, les fameuses défenses immunitaires de Francesca. Et donc, ça va contraindre le lymphocyte T à venir au contact de la cellule tumorale et l'obliger à le reconnaître, en tout cas, à passer plus de temps à son contact pour qu'on puisse espérer qu'elle puisse le reconnaître. Ça ne marche que si la cellule tumorale présente le bon peptide, qu'on appelle la GP100, et que dans un contexte particulier génétique, qu'on appelle le HLA A0201. Là, c'est vraiment la carte d'identité du soi, de nous, et qui est présent chez à peu près 45 à 50% de la population française. Donc si on n'a pas cette carte d'identité-là, ce HLA A0201 pour présenter au niveau de la cellule tumorale l'antigène au médicament, ça ne marchera pas. Donc il n'y a que la moitié des patients qui peuvent en bénéficier quand il y a des métastases. L'essai clinique en question s'appelait IMC GP100-202 et on a comparé le tebentafusp à un médicament au choix de l'investigateur. Vous pouvez choisir ce qu'on voulait, immunothérapie, chimio, ce qu'on voulait. Je passe les détails, mais vous voyez, il y a eu 250 patients traités par tebentafusp et moitié moins pour l'autre médicament. Je passe les caractéristiques aussi, parce que ce n'est pas forcément le plus important. Là, vous voyez, il y a 96% des patients qui avaient une atteinte hépatique. Il n'y a que 4% des patients qui n'avaient pas d'atteinte hépatique. Voilà un premier résultat, qui n'était pas le critère primaire, donc ce n'est pas celui que je voudrais présenter en premier, mais je préférais celui-là d'abord, c'est la survie sans progression. Donc chaque marche, là, c'est un patient dont la maladie progresse, grossit. Progresse, ce n'est pas bon en termes, en termes sémantiques pour un oncologue. On n'aime pas progresser. Chaque marche, c'est une progression, et vous voyez qu'il y a un décalage entre le groupe tebentafusp et le groupe traitement choix de l'investigateur, ce qui nous fait dire que ça avait l'air de mieux marcher. Mais en termes de médiane, il n'y avait pas grand-chose de différence. En termes de taux de diminution, il y avait, avec le traitement classique, 4% à peu près de patients chez qui ça diminuait. Avec le tebentafusp, il n'y avait que 9%. Donc, ce n'est pas tellement en termes de chance que ça diminue et de pourcentage de diminution que le résultat est important, c'est en termes de survie globale et d'espérance de vie. Survie globale, c'est l'espérance de vie. Là, ici, chaque marche, c'est un patient qui est décédé. Chaque trait comme ça, c'est un patient qu'on a vu et qui va bien. Et vous voyez la différence, là, qu'on observe entre les deux. Autrement traduit, cette courbe en mots, à 16 mois, avec le traitement classique, dans cet essai clinique-là, encore une fois, ce n'est pas les mêmes patients qu'à l'heure actuelle. À 16 mois, la moitié des patients étaient décédés avec le traitement classique et la moitié des patients étaient décédés à 22 mois avec le traitement par tebentafusp. 1000 précautions, ce n'est pas le cohorte actuel et il faut un suivi suffisamment long. Vous voyez, tous ces traits-là disent que ces patients-là, on ne les a pas encore revus. Donc, les chiffres se précisent avec plus de recul. C'est dans 2-3 ans qu'on aura des chiffres plus précis pour savoir exactement ce qu'il en est. L'important, c'est la différence, et la différence est très significative, il est très différent entre les deux. Ce qui fait que ce médicament-là a une autorisation de mise sur le marché, a été évalué cette semaine encore par la commission de transparence, quelques jours, mais la commission de transparence vient d'évaluer,
et donc devrait avoir un prix, une évaluation plus précise dans l'année, mais en tout cas, il est disponible en France. Un point important aussi pour les patients qui ont du tebentafusp dans la salle ou sur Internet, très compliqué à gérer pour nous, et en particulier aussi en termes de coûts pour la Sécu, c'est que si la maladie progresse, donc si la maladie grossit malgré le tebentafusp a quand même un bénéfice. Dit autrement, la courbe que vous avez là, on va prendre uniquement les patients chez qui la maladie a tout de suite grossi. Ça n'a même pas été stable. Ça a tout de suite grossi, ça a pris plus 20% tout de suite. Eh bien, dans certains cas, on a continué le tebentafusp malgré cela, parce qu'on se disait, ça n'a pas beaucoup grossi, on va quand même continuer. Dans d'autres cas, on a arrêté. Mais vous voyez que même si on prend les patients qui ont progressé tout de suite, il y a une très nette différence entre les deux groupes. Ce qui fait que dans la pratique aujourd'hui, les patients, ça grossit. On a encore eu un patient hier. Première évaluation au bout de 3 mois, ça avait grossi très nettement. On a quand même continué le tebentafusp. Et ça, c'était il y a plus de 6 mois. En fait, ça a grossi d'un coup. Et maintenant, ça se stabilise et maintenant, ça ne bouge plus. Et donc, on ne sait pas combien de temps il faut continuer le tebentafusp, en sachant que pour l'instant, on est dans les 50 000 € par mois. Donc, 600 000 par an. On va voir quel sera le prix exact, in fine, mais c'est cet ordre de grandeur-là. Et donc, vous voyez aussi l'une des responsabilités que l'on a, même si mes collègues me disent qu'il ne faut pas penser comme ça, mais c'est important d'avoir ce genre de données-là en tête. C'est que là, avec ce médicament-là, on va continuer de traiter, même si ça grossit. Et là, la question qui va se poser, c'est quand est-ce qu'on arrête quand ça continue de grossir. Mais voilà, un espoir, ce n'est pas parce que vous avez été tebentafusp parce que ça grossit qu'il faut arrêter. Dans certains cas, on va poursuivre. Certains cas. D'autres cas, on va quand même s'arrêter. Attention, parce qu'il y a des patients à qui on a arrêté et ils ne comprennent pas après quand on a dit ça. Effet secondaire très court sur le tebentafusp, c'est relativement bien toléré quand on est dans une équipe qui connaît bien. Ça fait très peur au début, les gens qui ne connaissent pas forcément bien le traitement. Les premières injections sont un petit peu chaudes, mais quand on a l'habitude, ça se passe bien. Et en gros, il y a 2 familles d'effets secondaires. Il y a ce qu'on appelle le syndrome de largage et cytokine. C'est en gros une grippe carabinée. On injecte le produit pour la première fois. Quelques heures après, le système immunitaire s'affole, la tension monte ou chute, ce qui est encore moins bon, et la fièvre monte à 40, le patient frissonne, ça frissonne tellement fort parfois qu'il peut même en vomir, et quelques heures plus tard, ça va mieux et ça rentre dans l'ordre. La semaine suivante, ça refait encore un peu comme ça. La 3e semaine, ça commence à aller nettement mieux et après ça s'arrête. On n'a plus cet effet secondaire-là. 2e famille d'effets secondaires, c'est les effets secondaires cutanés. On injecte le produit, quelques heures plus tard, tout d'un coup, on devient tout rouge, on se met à se gratter, il y a une réaction immune globale. Ça recommence après chaque injection, et c'est plus long, c'est pas 3 semaines, c'est plutôt 3 mois. La peau toute sèche, des rougeurs, ça gratte de moins en moins avec le temps, avec les injections, ça finit par entrer dans l'ordre. Un effet secondaire plus tardif qui n'embête pas trop les patients finalement, malgré tout, c'est le vitiligo, ça apparaît 3 à 4 mois plus tard, c'est-à-dire des taches blanches qui peuvent apparaître sur la peau ou les cheveux et les poils qui deviennent tout blancs, qui est un signe d'activité, parce qu'en fait, la réponse immune s'est activée. Mais voilà, ça secoue un peu, il peut y avoir ça peut être plus compliqué que ça, quand la tension baisse et que la fièvre est à 40. C'est pour ça que les patients sont hospitalisés, mais dans des équipes qui sont habituées, ça se passe bien. Nous, on a traité 90 patients à peu près depuis 1 an et demi, et ça a secoué 1 ou 2 fois, mais ça va, on a passé le cap. Les essais cliniques en cours. Alors, en ce moment, il y a beaucoup d'essais cliniques qui s'ouvrent un peu partout, un peu dans toutes les directions. Et je pense que ça va continuer, il va y avoir des choses qui vont se développer. Je pense que le fait que le tebentafusp, déjà, avec tout ce que je vous expliquais avant, le fait que ce soit une maladie rare, où il y avait peu de traitements, a fait qu'il y a eu de l'intérêt par certains laboratoires qui voulaient rentrer sur le marché comme ça, grâce à ça. Mais le fait que le tebentafusp ait marché et qu'il ait obtenu une autorisation de mise sur le marché, a fait que les laboratoires se sont dit « Ah tiens, il y a peut-être des choses qui peuvent marcher dans cette maladie, nous aussi on va s'y mettre ». Voilà un listing de quelques essais cliniques qu'il y a en cours actuellement. Je vous ai mis en rouge ceux que nous avons ici à Curie. De toute façon, nous avons les essais cliniques français, à part Focus, que j'ai cité tout à l'heure, qu'on n'en a pas, mais sinon on les a. Le darovasertib, je vais quand même vous le citer parce que certains d'entre vous l'ont peut-être connu. C'est un essai clinique, c'est une molécule qu'on avait il y a quelques années, qui s'appelait le LXS 196 à l'époque.
et qui est en cours de nouvel essai clinique. Il a été racheté par une autre boîte. La boîte en question, Novartis a trouvé que ce n'était pas assez intéressant. Ils ont vendu à une autre boîte qui le redéveloppe dans cette maladie, tout seul ou en combinaison avec le crizotinib. Et les premières évaluations vont avoir lieu dans les prochaines semaines. On aura des résultats peut-être courant 2023, des premières évaluations. Ça, pareil, c'est une boîte qu'il a racheté un autre laboratoire, c'est pour citer un peu comment ça se passe. C'est des pistes thérapeutiques que Sergio connaît bien, parce que c'est des pistes qui l'ont pas mal intéressé, les inhibiteurs de FAK qui continuent à intéresser, puisqu'il a travaillé dessus avec Malsi, justement, et ils ont un article là-dessus en cours en ce moment. On n'a pas encore du tout de résultats. Ce sont des pistes, on ne sait pas du tout si ça va marcher, ce sont des essais cliniques qui sont ouverts aux États-Unis pour cela. Ce médicament-là, c'est un anticorps drogue conjugué. C'est l'une des grosses tendances actuellement en pharmaceutique qui marche très bien dans d'autres cancers. Et il y a beaucoup d'espoir autour de ces médicaments-là. C'est des anticorps qui reconnaissent le cancer, un peu comme le tebentafusp, sauf qu'ils vont rentrer dans le cancer et ils vont libérer dans le cancer, dans la cellule tumorale, des poisons ultra puissants. Donc comme ça, il n'y a pas la toxicité globale, c'est spécifique du cancer et ça va tuer le cancer. Là, c'est ce qu'on appelle une first in human, c'est-à-dire que c'est les premières injections qu'on fait aux êtres humains. Donc on doit être une dizaine de patients, je ne sais plus exactement. C'est le docteur Piperno qui s'en occupe et on en a eu une patiente pour l'instant à Curie, qu'on a très peu de place, une fois tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Des essais d'immunothérapie, celui-là c'est l'essai clinique Plume, dont vous avez peut-être entendu parler, qui associe 2 traitements, pembrolizumab, l'immunothérapie que vous connaissez, avec ce médicament-là, le lenvatinib, qui est un médicament par la bouche. Dans plein d'autres cancers, on a vu que de combiner les deux, ça a augmenté les chances que ça marche. Et donc l'idée c'est de savoir est-ce que ça pourrait marcher dans le mélanome de l'œil. Pour vous donner un exemple, pour répondre à la question de tout à l'heure, le laboratoire qui fait ce médicament-là et qui donc pourrait rentrer sur le marché peut-être grâce à ce genre d'essai clinique et donc gagner de l'argent, nous donne le médicament. C'est tout. Ne payent rien du tout de l'essai clinique. C'est des fonds publics qui ont payé pour l'essai clinique parce qu'ils ont vu qu'on a obtenu le médicament et qui donc ont accepté de payer pour les 50 patients qui sont dans cet essai. Là, ce sont d'autres molécules dans les difficultés. Par exemple, cette molécule-là, on la connaît bien aussi parce qu'on collabore avec eux pour essayer de comprendre comment elle peut marcher. Mais par contre, ils n'ont pas ouvert l'essai clinique chez nous en disant c'est trop long la France, ça ne nous intéresse pas comme marché. Il n'y a pas que ça, il y a de la politique aussi, je pense, mais si vous lisez un peu ce qui se passe dans les journaux en ce moment, entre les industriels du médicament qui veulent faire payer plus cher le paracétamol, mais c'est un autre débat. Vous êtes informé des résultats ? Alors, on a plusieurs moyens d'être informé des résultats. De façon très précoce, certains d'entre nous peuvent faire partie des comités scientifiques qui relisent les résultats très en amont, mais ça c'est confidentiel, on ne peut pas du tout le communiquer. Et après, on participe à tous les congrès, c'est dans les congrès qu'ils annoncent les résultats. Très précocement, parce qu'ils savent qu'on est le plus gros centre au monde, et donc ils savent que s'ils veulent aller sur le marché, et s'ils veulent faire un gros essai clinique pour enregistrer leurs médicaments, ils vont être obligés de passer par nous. Donc là, c'est l'avantage qu'on a à Curie, c'est qu'on a tellement de patients que tous les industriels sérieux qui veulent arriver sur le marché, qui ont des molécules qui marchent bien, nous contactent très précocement. Donc lui, on n'a pas encore de résultats, on a des résultats très précoces qui ont été présentés par les collègues américains, qui montrent pour l'instant simplement qu'ils... Certains essais qui se révèlent être très prometteurs, vous êtes vite informé. Ouais. Oui, parce que le laboratoire va très vite nous contacter pour faire une expansion de cohorte, c'est-à-dire pour avoir beaucoup de patients. Et donc là, on est très vite informés, et après, c'est à nous d'essayer d'avoir les autorisations nationales, qui peuvent être un peu compliquées et longues, le plus vite possible. Et ça, c'est des délais qui prennent 6 à 12 mois parfois pour avoir l'essai clinique. Mais on est prévenu très en amont. On a des réunions, en fait, on profite des congrès pour avoir des réunions avec les laboratoires, soit qui nous sollicitent directement, soit c'est nous qui allons chercher les résultats auprès d'eux et on va les interroger là-dessus pour essayer de les ouvrir au plus tôt. Ça, c'est des pistes thérapeutiques explorées depuis une dizaine d'années. C'est de modifier l'expression des gènes, en quelque sorte, avec ce laboratoire-là avec qui on travaille bien, on a l'essai clinique et on fait des tests pour essayer de comprendre comment le traitement marche. C'est pas banal, vous me direz, on a l'essai clinique, en même temps on essaie de comprendre comment ça marche, mais bon, si ça peut permettre aux patients d'accéder plus tôt à ce médicament, en tout cas c'est une classe thérapeutique pour laquelle on a un espoir depuis une dizaine d'années, on attend de voir si ça marche. Et ça, ce sont des essais de thérapie localisée, donc dans le foie, plus quelque chose dans les veines. Plume, c'est ce que je vous avais expliqué, c'est l'essai clinique que nous avons actuellement, cette combinaison-là. Je ne vais pas revenir dessus. 54 patients, la moitié de patients qui ont déjà reçu le tebentafusp avant, l'autre moitié qui n'ont pas reçu le tebentafusp. L'essai clinique s'est ouvert en juillet et en fait, on n'a plus qu'une place pour les patients qui n'ont jamais reçu le tebentafusp, c'est allé très vite. Les patients qui ont déjà reçu le tebentafusp pendant encore 1 an et demi pour avoir de la place pour eux.
Ça, c'est le fameux FHD dont je vous ai parlé, mais je suis en train de dépasser mon temps, donc je ne vais pas forcément revenir dessus. Tout ce que je peux vous dire, peut-être en un mot, c'est de dire que cette thérapeutique qui vise à modifier l'expression des gènes pour voir si on peut transformer les cellules tumorales en cellules normales, c'est ça leur objectif. Nous, on verra au laboratoire si on arrive vraiment à faire ça. C'est un bon exemple, c'est ce qu'on appelle une phase 1. Donc, on n'est plus dans la first in human, on n'est plus dans les premières administrations à l'être humain. On est dans essayer de trouver la bonne dose, c'est-à-dire est-ce qu'il faut l'administrer une fois par jour ou 2 fois par jour, par exemple? Est-ce qu'il faut augmenter la dose à quelle fréquence? Qu'il faut faire 3 semaines sur 4, 1 semaine sur 2? On est dans ce genre de test-là. Et donc, on fait un petit groupe de patients qui reçoivent à cette dose-là, à ce schéma-là, un autre groupe à ce schéma-là, à cette dose-là. Et une fois qu'on a trouvé le schéma qui est le mieux supporté et qui semble donner de l'efficacité sur les biopsies, on va pouvoir expandre et donc avoir plus de patients dans ce groupe-là. Ce qui me permet de faire un tout petit mot justement sur les essais cliniques de phase 1. Quand les essais cliniques sont très précoces, il faut que il faut savoir si le médicament va bien à la cible. Donc si un jour vous êtes intéressé par ce genre d'essai clinique-là, sachez que plus un essai clinique est précoce, plus il est lourd. Plus ça vous demandera d'aller-venue à Curie pour faire des prises de sang, pour voir si le médicament est bien dans le sang et à quel taux, de biopsie, parfois répétée, pour voir si le médicament est bien allé dans la métastase ou pas, parce que c'est important pour le laboratoire pour savoir à quelle dose ils vont mettre le médicament derrière. Quand on est en phase 2, comme dans Plume, on demande juste la biopsie au départ, qui peut être une vieille biopsie, et quand on est en phase 3, comme on a pu avoir le Tementafusp, on ne demande pas forcément des biopsies au moment de l'inclusion, ça peut être de très vieilles biopsies ou de très vieux prélèvements, pour vous donner une idée. Si, pareil, c'est une réflexion tout à l'heure, par rapport aux questions aussi, si vous vous demandez est-ce que je peux avoir un essai clinique ou pas parce que j'ai une atteinte métastatique, ce que je vous recommande, c'est de passer par votre oncologue, toujours, votre oncologue référent, et de demander à votre oncologue référent si lui a un essai clinique intéressant. Et si lui n'en a pas, il peut nous contacter, ils savent nous contacter pour nous demander notre avis. Et le jeudi soir, on en discute avec Pascal, avec Vincent et Sophie Piperno, pour voir si on a quelque chose à proposer, et on répond à l'oncologue médical. Si on n'a rien à proposer, qu'est-ce qu'on ferait par exemple? Et ils peuvent nous recontacter autant de fois qu'ils veulent. Ils ont, pour beaucoup d'entre eux, ils ont notre portable perso ou notre mail, et on s'échange des SMS quand il le faut. 2 petits mots. Alors non, Salomé, je ne vais pas en parler, parce que comme ça, de toute façon, ça va, on a parlé tout à l'heure, ce qui m'a bien arrangé, c'est notre cohorte où on suit tous les patients qui ont été traités pour l'œil, avec parfois des biopsies, dans tous les cas, les IRM. Et ça, c'est un essai clinique qui est encore en cours, qui n'est pas encore terminé. Early Together, c'est les patients qui ont une atteinte métastatique. On va évaluer est-ce que le suivi avec l'oncologue médical suffit, ou est-ce qu'il faut rajouter en plus un médecin spécialisé dans le soutien aux patients, le soin de support, qui permettra de mieux prendre en charge les symptômes du cancer et d'accompagner aussi sur un plan psychologique, avec des questionnaires psychologiques, les patients. Les conclusions, je crois que c'est les conclusions de la journée, on l'a répété déjà suffisamment, je pense que je n'ai pas besoin de m'étaler plus là-dessus, mais voilà, il y a des essais cliniques qui sont nécessaires, des essais cliniques dédiés à cette maladie, il faut complètement arrêter les essais cliniques tout venant ou mélange toutes les maladies en même temps, et je crois très sincèrement qu'il y a de l'espoir encore plus dans les prochaines années, il y a de plus en plus de pistes qui deviennent intéressantes, il y a des choses qui vont changer, je pense. Voilà, je vais prendre des questions peut-être. Ben, merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle déjà? Oui. Alors, dans la conclusion, on a parlé de protéines, une chose dont on n'a pas parlé. Est-ce qu'aujourd'hui, un patient métastatique peut espérer, avec les progrès des nouvelles thérapies, etc., des essais cliniques, peut espérer s'en sortir? Tout dépend de ce qu'on entend s'en sortir. C'est-à-dire si c'est prolonger sa vie, complètement guérir, non. Non, pas complètement guérir, mais prolonger. Qu'est-ce qu'il peut prolonger sa vie, oui. Qu'est-ce qu'un patient métastatique aujourd'hui peut espérer dans les prochaines années, avec la dynamique en première actuelle. ligne, quand on n'a encore rien testé comme médicament, quelqu'un d'optimiste, donc je ne ferai pas ce travail, mais avec les différents traitements, on peut espérer qu'il y a un des traitements qui va marcher, malgré tout, même si c'est 4 ou 5% des patients chez qui ça diminue fortement. Il y a des exemples dans la salle même, de patients chez qui ça marche particulièrement bien. Parfois, il peut y avoir des toxicités, ça peut altérer la qualité de vie aussi, donc ça, il faut en avoir conscience. Mais on peut espérer prolonger l'espérance de vie. On a des patients comme ça que l'on suit depuis des années et des années qui vont bien. Ça reste un espoir.
habituellement, avec les traitements classiques, si on sort des essais cliniques et des choses plus innovantes, en gros, on essaye 1, 2 ou 3 traitements, qui sont les traitements pour lesquels on arrive à voir des vraies diminutions qui persistent longtemps. Et une fois qu'on a épuisé ces traitements-là, là, on arrive sur des traitements où on peut espérer au mieux que ça freine. Et là, on peut difficilement espérer que ça diminue. Donc, il y a un espoir. Je pense que l'espoir reste encore pour une minorité des patients. Et dans les prochaines années, je pense vraiment que ça va augmenter. Il y a le tebentafusp pour la moitié des patients qui ont l'HLA A2, ce qui n'est pas non plus la panacée, ça ne règle pas tous les problèmes, ça nous apporte de l'espérance de vie en plus. Mais ce qu'il faut avoir en tête dans ce que vous projetez, c'est que l'espérance de vie en plus aujourd'hui en 2023, c'est accéder à des nouvelles molécules en 2024 et en 2025. C'est ça qui est très important. Je vais passer des questions en ligne. Sinon, dans le même genre, en attendant qu'il y ait encore des questions en ligne, il y a une histoire que je raconte beaucoup, et donc Marco, il a déjà entendu, il va se moquer de moi, mais il y a un chercheur très connu qui s'appelait Stephen Jay Gould, un chercheur en évolution, un mec très pointu, hein, le Darwin du XXe siècle, qui, dans les années 80, il avait une quarantaine d'années, on a découvert un mésothéliome. Le mésothéliome, c'est un pronostic absolument effroyable. C'est une catastrophe. Et il avait demandé à son chirurgien qui devait le prendre en charge, quel est mon pronostic. Le chirurgien n'a pas répondu. Sauf que c'était en face Stephen Jay Gould. Donc Stephen Jay Gould est parti à la bibliothèque universitaire de médecine le jour même. Il a lu tout ce qui était écrit sur le mésothéliome. Il a tout lu. Il a vu toutes les courbes et il a vu qu'il avait 1% de chance d'être vivant à 5 ans. Donc il raconte très bien dans sa biographie à quel point ça a été une catastrophe et à quel point il a déprimé pendant des semaines. Et après, à un moment, il s'est dit, mais il y a 1% de patients vivants, 1 ou 5, je ne sais plus ce qui était dit, à 5 ans. Je suis pris précocement, j'ai 40 ans, je suis dans la meilleure équipe chirurgicale aux États-Unis. Pourquoi ce ne serait pas moi, ce 5%? Et il a été opéré entièrement, et Stephen Jay Gould est mort 20 ans plus tard de quelque chose qui n'avait rien à voir. Au passage, l'anecdote, c'est qu'il est mort d'un cancer du poumon parce qu'il fumait. Et ça, c'est relativement frustrant pour un oncologue après. Mais, et je trouve que c'est un bon exemple parce que c'est quelqu'un de connu, donc vous pouvez lire sa biographie, parce que nous, on vous témoigne des choses comme ça, des histoires que l'on connaît de nous, de nos patients, mais vous pourriez vous dire, ouais, je ne connais pas ce patient, ce fameux patient magique. Mais il y a des vrais patients comme ça, donc on est assez clair, ça fait souvent nous. Tant que je pense vraiment qu'il y a de l'espoir et qu'on peut augmenter l'espérance de vie, je le dis. Quand je pense que j'arrive à un moment des traitements où là on est moins bon, on le dit aussi et on aide, on accompagne. Il n'y a pas de questions? C'est étonnant. Ah non, j'ai rien. Moi, j'ai rien qui apparaît. Oui, tiens, vas-y. On présente notre réunion du jeudi soir, vous avez compris, c'est un peu le pivot des patients métastatiques à Curie, où on est tous là. Et en fait, on a maintenant des patients qui ont des lignes et des lignes de traitement qui n'ont pas forcément pour chaque ligne une efficacité majeure, mais on peut enchaîner les lignes. Or, il y a 20 ans, on n'enchaînait rien du tout. Malade métastatique, on se dit, bon, merde, téticène, une ligne de chimiothérapie, et ça s'arrêtait. Donc c'est ça qui est très porteur d'espoir. C'est vraiment le fait que, finalement, l'association des différentes lignes de traitement sont en train d'amener cette maladie dans une espèce de chronicisation qui est notre objectif. C'est-à-dire vraiment que la maladie, même si l'imagerie bougeotte, les métastases sont là, mais le patient, il vit le plus normalement possible. Pas forcément dans sa tête, mais en tout cas, dans son corps, il vit très normalement. Et c'est ça qui est important, je pense. Oui. Et dans les stratégies, tu peux garder le micro. Dans les stratégies, effectivement, par exemple, on rediscute régulièrement de chirurgie de radiofréquence. Ce n'est pas parce qu'on a enchaîné une ou deux lignes, on reprend parfois des traitements initiaux. C'est vraiment tout un changement culturel, pas que dans cette maladie, en oncologie aussi, mais ça a beaucoup évolué.